Enregistre pour ceux qui... Voilà. Oui, donc je disais ça, il y a des demandes très fortes de la part des parents, de la part des élèves, et en même temps, on ne sait pas toujours comment réagir, comment répondre à ces attentes de mise en place éventuellement d'une mobilité ou d'une action internationale, et en même temps du respect de principes qui vont vers une vie plus sobre, plus écologique et compagnie. Donc voilà. Donc on a décidé ce soir de travailler sur cette question-là et de faire appel à Stéphane Renard, que je vais laisser se présenter, mais qui travaille beaucoup, lui, de son côté sur ces sujets-là et qui a l'habitude de rencontrer des équipes dans les établissements et de travailler avec eux sur ces sujets. Comme à chaque fois, le webinaire va être enregistré, donc vous pourrez le retrouver ensuite pour le réécouter. Et puis, on aura un temps de présentation et un temps de questions et questions-réponses dans la foulée. Voilà. Sans perdre trop de temps, parce que Stéphane a beaucoup de choses à nous dire, je te remercie Stéphane de t'être rendu disponible pour être avec nous, et puis je te laisse la parole. Merci Louis-Marie pour cette introduction et ravi de pouvoir interagir avec vous ce soir sur le sujet de cette transition écologique et bien sûr dans le contexte de l'éducation catholique et de toutes les valeurs qu'elle porte. Alors, je vais partager mon écran. Voilà. Donc, le sujet dont nous allons parler ce soir, c'est comment mettre en œuvre les enjeux éco-responsables au sein de mon établissement. Donc, je me présente en quelques mots. Je suis donc Stéphane Renard, je suis docteur en biologie. Je suis consultant en stratégie environnementale. Après une carrière de 30 ans dans la recherche scientifique et une formation scientifique, je travaille régulièrement avec le Bureau des possibles, Yves Armel-Martin, qui est aussi un partenaire bien connu de l'éducation catholique. Il y a 3 ans, j'ai fondé Greening Consulting, qui a pour vocation d'accompagner les organisations à la transition écologique, à faire des bilans carbone, des ateliers de prospective, et puis un programme de transformation que j'ai appelé Pilote Innov Impact. Je suis aussi vice-président d'une association de RSE dans la région Rhône-Alpes, conférencier certifié pour les shifters, formateur RSE pour les repreneurs d'entreprises à Lyon, et j'ai monté la première formation à Lyon en transition écologique en licence de droit à l'Université Cato de Lyon et conçu récemment un MOOC, démarche scientifique en primaire, pour une ONG qui propose des MOOC gratuits pour les enseignants de primaire, avec notamment des expériences scientifiques à réaliser en classe liées à des enjeux écologiques, entre autres. Voilà pour l'introduction, qui pour but de donner quelques éléments de légitimité pour tout ce que je vais vous dire. Donc, ce que je projette de présenter ce soir, c'est d'abord de commencer par quelques rappels sur la notion d'écologie intégrale, elle-même intégrée dans la vision de la personne qui est proposée par l'Église catholique. Écologie intégrale qui n'est pas une fin, mais une nécessité au service de la personne humaine sous le regard de Dieu. Et je vais vous proposer une réflexion en 3 étapes: voir, juger, agir. Voir, parce qu'une question essentielle, c'est de rendre visibles nos impacts sur l'environnement, qui souvent sont invisibilisés. Juger, parce que chaque établissement est particulier, de par sa location géographique, urbain, rural, etc., et que les enjeux ne sont pas forcément les mêmes, mais aussi juger parce que vous n'êtes pas sans constater qu'il y a de nombreux freins au changement quand on parle de transition écologique. Et donc, il s'agit de discerner quels sont les freins et comment les surmonter pour pouvoir enfin donc agir, se mettre en action, engager vos parties prenantes, surmonter ces freins et pouvoir témoigner des résultats qui vont pouvoir engager tout le monde. Je conclurai, parce que c'était une demande, par quelques menus ou des propositions à la carte pour se mettre en action, donc que j'ai rédigé sous des noms de menus. Et puis voilà, si certains d'entre vous sont volontaires pour mener des études pilotes, ça pourrait être très intéressant. Alors, quelques petits rappels que probablement vous connaissez certainement sur ce qu'est l'écologie intégrale. C'est la vision portée par l'Église catholique, c'est un volet de la doctrine sociale de l'Église, dans la continuité de l'approche chrétienne de l'anthropologie. La personne humaine au sein du projet divin et la finalité de l'écologie intégrale, une personne qui est ouverte au monde, solidaire, fraternelle,
et à ces titres respectueuse de la maison commune, donc en particulier l'environnement. La dégradation de l'environnement qui atteint des degrés alarmants que je ne vais pas décrire aujourd'hui, hein, je vais pas faire ni un cours de science sur le dérèglement climatique, ni sur la biodiversité, ni autre, mais je vais en donner quelques éléments. La dégradation de l'environnement est la cause de nombreux drames humains et d'injustices, dont l'actualité témoigne. Vous avez tous entendu parler des inondations en France, en Espagne, etc. Le retour à un respect de l'environnement, à une restauration de cette création dégradée, à une relation harmonieuse avec les êtres vivants, à un sentiment de responsabilité envers la création, c'est un chemin de conversion. C'est aussi un chemin de guérison, comme le rappelle le pape, pour une humanité défigurée par l'individualisme, le consumérisme à outrance, l'exploitation de l'homme par l'homme, le pillage des ressources naturelles. Et l'éducation est un lieu privilégié pour vivre ce chemin de guérison de la personne. C'est vraiment essentiel parce qu'on voit que notre génération a énormément du mal, pour tout un tas de raisons dont nous pouvons discuter, à accepter ce changement de paradigme. Donc, dans l'encyclique Loué sois-tu au chapitre 6, le pape évoque particulièrement la question de l'éducation et comment mettre en œuvre des actions dans l'éducation. Première proposition, miser sur un autre style de vie. Parce que le thème de la dégradation environnementale met en cause les comportements de chacun d'entre nous. Et c'est bien pour ça que nous y opposons autant de résistance. Il faut dépasser l'individualisme et le consumérisme, le mythe du progrès sans borne, de la concurrence, du marché sans limite. La deuxième question fondamentale, qui est vraiment une question d'écologie intérieure, c'est de trouver cet équilibre écologique interne avec soi-même, c'est plus l'écologie intérieure, solidaire avec les autres, naturel avec tous les êtres vivants et spirituel avec Dieu. Tout cela nécessite une conversion. La doctrine ne suffit pas. Il faut vraiment trouver en chacun de nous des mobiles intérieurs qui poussent à l'action parce que, comme vous allez le voir, l'action est vraiment difficile à mettre en œuvre, aussi bien individuellement que collectivement. Donc le pape ajoute que les chrétiens ont besoin d'une conversion écologique qui implique de laisser jaillir toutes les conséquences de leur rencontre avec Jésus-Christ sur le monde qui les entoure. Donc ça implique de se changer intérieurement, mais cette conversion est aussi une conversion communautaire et nos communautés sont le lieu où nous pouvons la vivre. Quelques derniers points vraiment essentiels. La sobriété. La notion de sobriété qu'il y a dans la transition écologique rejoint en très large part la simplicité évangélique. Et c'est une sobriété qui doit être vécue avec liberté et de manière consciente. Alors là seulement, elle est libératrice, elle ne peut pas être imposée de l'extérieur, comme c'est le cas par exemple en Chine. L'intégrité des écosystèmes et l'intégrité de la vie humaine sont profondément associées. En témoigne, par exemple, la dégradation de la qualité de notre alimentation à cause de la dégradation de l'environnement. Il faut aussi être en paix avec soi-même pour accepter cette conversion. Oui, l'anxiété maladive qui nous rend superficiels, agressifs et consommateurs, hein, en fait, au fond de nous, la peur de la mort nous pousse à trouver dans la consommation des moyens d'oublier notre peur de la mort et notre anxiété fondamentale. Il y a un livre qui parle de la question dont je parle, qui est dans la bibliographie à la fin de la présentation. Donc après l'encyclique Loué sois-tu qui date de 2015, le pape François a enfoncé le clou avec une deuxième encyclique Loué Dieu en 2023 qui a à nouveau rappelé les fondements scientifiques, qui a insisté sur l'urgence de changer de mode de vie et qui exhorte en particulier, parce que c'était juste avant la COP 28, les participants de la COP 28 à prendre les bonnes décisions. Et enfin, donc, comme le Marie l'a rappelé, au sein du label Ouverture internationale, il y a cet appel à vivre et à s'engager dans cette démarche d'écologie intégrale. Alors, c'est un sujet sur lequel il faut s'engager, mais avec prudence également, hein, évidemment. Alors, quelques éléments de prudence. La proposition de l'écologie intégrale n'est pas l'écologie politique. Vous êtes tous conscients que risquer l'amalgame avec un parti écologiste, c'est s'aliéner une partie de nos parties prenantes. Et pour les établissements en zone rurale, surtout les zones rurales qui vivent d'agriculture industrialisée, le choc culturel de cette transition écologique est particulièrement majeur. L'écologie intégrale est une proposition pour la personne humaine dans le respect de l'environnement et pour les organisations au service de la personne. Ce n'est pas une idéologie politique.
La proposition de l'écologie intégrale, c'est un engagement très fort et qui nécessite probablement pour vous, les directeurs d'établissement, de convaincre de nombreuses parties prenantes, ce qui rend la chose difficile pour avoir discuté avec certains d'entre vous. Élèves, parents, tutelles, commissions, comités de direction. Elle est quand même soutenue par deux encycliques et dans les recommandations du secrétariat général de 2019 sur l'éducation à la vie bonne. Cette proposition de l'écologie intégrale, elle bouscule tous nos modes de pensée, notre paradigme. Quand on voit que, quand on s'engage dans une démarche de changement, on se rend compte à toutes les étapes à quel point nous sommes imprégnés d'un paradigme consumériste associé à de nombreux comportements indésirables qui sont devenus des réflexes et même des addictions. Je pense par exemple à l'addiction au transport automobile. La proposition de l'écologie intégrale est, je pense, une opportunité pour l'école catholique de s'engager au service de la personne, mais aussi des générations futures. Même si ça fait 50 ans qu'on aurait dû démarrer, il est encore temps d'être prophétique. Voilà. Alors, donc l'approche que je propose va être en trois temps. Premièrement, voir, c'est-à-dire se poser la question de comment sensibiliser, comment faire le constat de ce qui peut ou de ce qui doit changer, et voir, ça veut dire aller jusqu'à la question anthropologique, donc au fond la question au fond de nos comportements, et je vais vous donner un exemple avec la question des déchets. Deuxième étape, juger, discerner, faire des priorités, recenser les forces existantes, identifier les freins au changement et seulement après avoir discerné, passer à l'action, accompagner, mettre en œuvre les conditions pour surmonter ces freins, se mettre en action. Voilà, je vais essayer de parler de tout ça en un petit peu plus d'une demi-heure. Alors, première question, voir. Il y a un réel enjeu de visibilité. Donc c'est une question qu'on peut se poser au sein des établissements de différentes façons. Et la question, on peut se la poser sous l'angle de quel impact ont nos modes de vie en établissement. Notre alimentation, nos déplacements, peut-être en voiture pour se rendre à l'établissement, différents éléments de consumérisme autour de matériel scolaire ou des vêtements. Nos infrastructures sont-elles des passoires thermiques? À quel point avons-nous imperméabilisé les sols et nous savons à quel point c'est responsable d'inondations, par exemple? Quel usage nous faisons de l'eau? Quelle est la qualité de l'eau que nous proposons à boire à nos élèves? La question de la déconnexion du réel, hein, l'addiction virtuelle et la surconsommation technologique, qui est aussi un éloignement de l'environnement, et comment pratiquons-nous les sports et les loisirs. Alors, autour de ça, il y a une première proposition qui est un jeu de cartes que j'ai conçu, 30 cartes pour réfléchir aux impacts et qui sont à travailler en intelligence collective. Donc c'est un outil que l'on peut, qui permet de rassembler une petite équipe de 8-10 personnes, par exemple un comité de direction, et de réfléchir ensemble aux impacts de l'établissement. Toutes ces questions sont posées avec cet atelier. Il y a plein d'autres ateliers qui sont possibles pour faire de la prise de conscience. On peut faire un atelier de ramassage de déchets ou de regarder ce qu'il y a dans nos poubelles et se poser la question, mais d'où viennent tous ces déchets? On va reparler de la question des déchets parce qu'elle est vraiment emblématique. On peut faire l'analyse de la qualité de l'eau. Par exemple, il y a un atelier qui c'est très simple à faire avec les diatomées qui sont du plancton microscopique. Et en fait, les diatomées sont un indicateur, il y a même une norme ISO sur la question, un indicateur de la qualité de l'eau que nous consommons. La diversité des diatomées, elles sont très jolies à regarder au microscope. On peut faire un atelier sur l'alimentation et se poser la question, qu'est-ce qu'une alimentation saine et quels sont les impacts de notre alimentation sur notre santé? Très intéressant aussi à propos des vêtements, un atelier sur le jean qui est inclus dans le cours de transition écologique qu'on fait en licence de droit, découvrir quels sont les impacts environnementaux totalement hallucinants de la fabrication d'un jean. On peut faire un atelier sur les sols, sur leur perméabilité avec le problème des inondations, ou sur leur fertilité avec la vie dans le sol. Et enfin, on peut faire également aussi un bilan carbone des établissements. Les premiers sont à monter avec des personnels, des enseignants, des engagés, des volontaires. Et ces ateliers doivent aller jusqu'à la question anthropologique, sinon on reste dans l'anecdotique. Je vais vous réexpliquer ça plus en détail. Puis le bilan carbone, je pense qu'il sera réalisé avec un établissement pilote et pour faire un bilan qu'on pourrait ensuite généraliser à tous les établissements à moduler en fonction du nombre d'élèves et de différents paramètres. La question anthropologique, je vais la poser à travers cette photo
qui date de la grève des éboueurs à Paris en mars 2023. À peine y avait-il la grève des éboueurs que ces montagnes de déchets sont apparues dans les rues. Je pense que cette photo a été prise 2 ou 3 jours après le début de la grève. Et en fait, quand on écoutait les commentateurs dans les médias, il y avait des questions du genre, on peut pas-t-on faire appel à des acteurs du privé ou des questions comme ça. Et personne, à aucun moment ne s'est posé la question, mais d'où viennent tous ces ordures? Comment ça se fait que nous produisons, nous, chacun d'entre nous, de telles quantités monstrueuses d'ordures qui sont d'habitude invisibles parce qu'elles sont tout de suite enlevées? Et pourquoi avons-nous oublié toutes ces images de cette grève des éboueurs? La moyenne par Français, par an, c'est 5 tonnes de déchets par personne. Si on compare ça à notre propre poids, c'est proprement hallucinant. Alors, sur la question des déchets, vous avez sans doute peut-être déjà fait des choses, on va spontanément aux solutions qui sont mises en œuvre depuis quelque temps et avec lesquelles nous sommes familiers, faire du tri par exemple. Mais la question fondamentale, c'est la question du pourquoi. C'est très bien de faire du tri, mais pourquoi? Pourquoi générons-nous autant de déchets? Ah, je vous propose de faire le test des 5 ou 6 ou 7 pourquoi. Donc, pourquoi tant de déchets? Parce qu'il y a des emballages, des plastiques, des déchets alimentaires, un foisonnement de gadgets, d'électronique, beaucoup d'obsolescence. Mais pourquoi? Parce qu'il y a des achats compulsifs, parce que nous avons besoin de posséder, parce que nous avons besoin d'imiter dès que notre voisin a acheté quelque chose que nous devons avoir aussi. Mais pourquoi? Parce que c'est la proposition de valeur de notre société, parce que c'est notre paradigme culturel, et parce que, dans le fond, nous voulons vivre comme des dieux, avec une surabondance d'alimentation, avec un voyage au bout du monde pour aller au soleil, avec des très grosses voitures qui sont comme des chars de feu de la mythologie. Voilà. La question fondamentale, si on remonte au pourquoi, c'est une question anthropologique sur notre mode de vie et pourquoi nous avons ce mode de vie. Certains auteurs pensent que c'est parce que nous avons peur de la mort et que comme nous n'avons plus vraiment la spiritualité pour nous aider à gérer cette peur de la mort, ben nous réfugions dans ce mode de vie qui nous donne l'impression d'être immortel. Donc, changer de vie pour vivre cette transition écologique, c'est littéralement un processus de conversion et on se rend compte qu'il nous faut nous libérer des idoles que sont la consommation de masse, les loisirs de masse, le jetable et surtout le goût de la satisfaction immédiate dont nos jeunes sont particulièrement victimes. Et donc, il faut arriver d'une certaine façon à se rééduquer à une ascèse. Et cette ascèse, elle s'appelle, dans le vocabulaire de la transition écologique, la sobriété. Pour ce qui est du bilan carbone des établissements, c'est intéressant parce que on voit toujours donc sur l'histoire de rendre visibles les choses, on voit tous les impacts que vont avoir toutes les activités liées à la vie d'un établissement. Y compris, hein, si les élèves vont à la piscine, l'impact écologique des infrastructures externes, dont aux proportions de l'usage qu'en font les élèves. Alors, ce qui serait intéressant, ce serait à partir du bilan carbone justement d'un établissement pilote, de définir un outil qui pourrait être généralisable à d'autres établissements. Alors, donc, nous avons pour cette première partie qui est voir deux enjeux. Premier enjeu, rendre visible, et deuxième enjeu, aller à la question anthropologique sur nos comportements. C'est vraiment un enjeu de conversion, d'éducation et de vision du monde qui commence par cette prise de conscience. Deuxième partie, juger. Il faut aller de la prise de conscience au constat des freins individuels et sociétaux parce que, on se le cache pas, euh, cette question de la transition écologique, c'est une urgence. C'est quelque chose dont nous sommes conscients depuis longtemps, hein. Le rapport Meadows, il a 50 ans. Ça fait 50 ans que les organisations internationales débattent aussi au niveau international de l'impact de l'homme sur la planète et comment le réduire. Et nous, bah, nous commençons vraiment à en prendre conscience maintenant parce que les conséquences se manifestent sur le climat, sur la nourriture, sur l'environnement. Donc, les grands enjeux que je vais aborder dans cette partie, c'est premièrement la notion de frontière planétaire qui concerne l'habitabilité de notre planète. C'est un enjeu global pour lequel, la planète entière, c'est donc global, mais pour lequel nous pouvons agir localement et concrètement. Ensuite,
Il y a des événements extrêmes, inondations, perte de la biodiversité, qui sont liés à nos choix d'urbanisation. On peut se poser la question de comment gérons-nous les sols, quelle végétation, quels arbres. Donc là aussi, il y a des changements à faire, des décisions à prendre. Et puis, il y a la question de notre santé qui est aujourd'hui fortement compromise par notre alimentation. D'où viennent nos aliments, quel mode de production et quels choix alimentaires faire sont des enjeux importants. Pour ce qui est des frontières planétaires, c'est un travail qui a été fait par un groupe de scientifiques, le Stockholm Resilience Center, qui a identifié et quantifié mathématiquement un certain nombre de conditions d'habitabilité de la Terre. Le niveau de pollution chimique, alors donc ils ont défini une zone verte dans laquelle on vit tous sans danger et en sécurité, et puis une zone rouge quand on commence à dépasser les conditions d'habitabilité. Alors dépasser les conditions d'habitabilité, c'est pas forcément pour tout le monde, hein, mais nous savons que certains des plus démunis sont dans des régions du monde où l'habitabilité est fortement compromise. Donc la pollution chimique, vous avez peut-être vu des reportages à la télé, mais c'est proprement hallucinant. Le climat, avec notamment donc la question euh, de la quantité de carbone dans l'atmosphère, 600 milliards de tonnes, qui donc a augmenté de 50% dans les 50 dernières années et qui continue à augmenter et qui cause une augmentation de la température. On est dans le rouge là aussi. La biodiversité, l'usage des sols, l'eau douce, la question de l'eau douce. Hein. Alors, on ne manque pas d'eau douce partout en France, mais peut-être certains de vos établissements sont implantés dans les régions où l'agriculture a du mal à se procurer les ressources nécessaires en eau. À Mayotte, l'eau n'est disponible au robinet qu'un jour sur trois. Les cycles du phosphore et de l'azote, donc principalement le problème des engrais et l'eutrophisation des sols. On n'est pas loin de franchir. Alors, j'aurais fait cette présentation il y a 10 ans. Il y avait trois limites de moins hein, qui étaient franchies. L'acidification des océans, on est sur le point d'y parvenir, et l'océan est vraiment à la base de toute une chaîne alimentaire. Il y a des régions de l'océan qui commencent à devenir totalement désertiques. Les aérosols, on n'est pas à la limite. Et puis la couche ozone, vous en avez entendu parler dans les années 90, c'est aussi une condition d'habitabilité parce que ça nous protège des rayons ultraviolets. Et ça, c'est un problème qu'on a résolu dans les années 90 en interdisant un certain nombre de molécules chimiques. Les conséquences de ces dépassements de limites sont nombreuses. Je ne vais pas les détailler là, mais on a des problèmes de température, d'inondation, de montée de la mer, de prolifération toxique. Vous avez peut-être entendu parler des algues vertes en Bretagne. Notre santé est en danger, la biodiversité disparaît et tous les services qu'elle rend. La sécheresse, manque d'eau potable, tous ces services écosystémiques, les menaces pour la vie marine, la destruction des sols et des problèmes de rendement agricole. Les causes d'effondrement de la biodiversité, c'est aussi vraiment quelque chose de systémique qui est omniprésent. L'empoisonnement des sols, le bétonnage, l'artificialisation, les produits chimiques que nous relarguons, par exemple un mégot est capable de contaminer 500 litres d'eau avec des centaines des milliers de molécules. La question des microplastiques, des métaux lourds, des pesticides qui s'accumulent, les problèmes de minage, l'érosion des sols, les inondations. La disparition de la forêt, en particulier à cause de notre alimentation. La disparition des habitats, en particulier la disparition des haies, qui a amené la disparition de plus de 70% de la biomasse des oiseaux et des insectes. La question des tontaras, qui est une aberration écologique, etc. La surpêche dans l'océan, l'arrachage des fonds marins par le chalutage. Nous en sommes tous responsables, directement ou indirectement, parce que nous sommes tous consommateurs et nous prenons des décisions qui impactent tous ces écosystèmes. Sur la question de l'alimentation, là, il y a un petit graphique qui montre l'impact uniquement sur le climat, hein, parce qu'il y a des impacts sur l'eau, etc., de l'alimentation que nous choisissons. Vous voyez que la viande de bœuf, elle a un impact qui est 60 fois plus important qu'une alimentation végétale. Donc, on a là un impact qui est considérable. Et bon, le code couleur, on n'a pas le temps de rentrer là-dedans, mais vous aurez les diapos, permet de voir quelles sont les différentes étapes de la production alimentaire qui sont impactées. Le transport n'est qu'une toute petite étape. Et alors, à cause de cette civilisation des ogres qui mangent, qui abusent de la viande, nous sommes en train de brûler la forêt amazonienne, de brûler des forêts. Pourquoi?
pour planter du soja pour nourrir notre bétail. On est aussi sur une civilisation des poisons qui sont invisibles. Vous avez peut-être entendu dans l'actualité un projet de loi pour interdire cette famille chimique qu'on appelle PFAS, les perfluoroalkyles, qui sont des chaînes de carbone, là, vous voyez, des chaînes de carbone qui peuvent être très très longues, avec des fluors à une extrémité. Là, les fluors sont en rouge. Bon, peu importe la chimie. En fait, si le chimie est un problème parce que au fur et à mesure qu'on démontre leur toxicité et que on en interdit certains, il suffit de rallonger un petit peu la chaîne de carbone pour échapper à la réglementation et produire de nouvelles molécules qui vont finalement se dégrader et causer la même contamination des sols. Ces produits-là, ils ont des propriétés extraordinaires pour l'étanchéité des vêtements, pour les poils non adhérentes, pour les extincteurs, pour énormément de choses. Ils sont partout. Ils sont utilisés dans tous nos produits de consommation. Et le problème, c'est qu'ils se dégradent en composés toxiques. On en a tellement dans l'environnement aujourd'hui. J'ai discuté il y a 15 jours avec une personne qui fait les analyses de l'eau pour qui est prestataire pour des différentes organisations. On en trouve même dans les gouttes de pluie. Donc il y en a partout. Ils sont présents dans notre eau de boisson, que ce soit l'eau en bouteille ou l'eau du robinet. Ils sont présents dans les sols, ils sont présents dans l'alimentation. C'est un enjeu majeur de santé publique, mais on ne fait rien. Là, je suis dans le Rhône. Le préfet du Rhône vient d'autoriser la production par l'industrie locale d'un nouveau composé de cette famille, alors même qu'il vient d'avoir un scandale il y a 6 mois parce que l'eau de toutes les communes autour de Lyon sont très fortement contaminées à des doses inacceptables par ces produits. Malgré tout ça, le développement durable se met très très lentement en place. Là, c'est un petit article tiré de l'usine Nouvelle, je crois, qui dit que les 50 sites industriels les plus polluants n'ont pas commencé leur transition ou à peine. Pourquoi? Parce que nos modes de vie sont totalement imprégnés de cette culture de la consommation. Ce mal est devenu totalement invisible, on ne le voit plus, il est au cœur de tous nos circuits économiques et nous sommes compromis malgré nous sans le vouloir. Et quand nous voulons trouver des solutions, nous nous rendons compte que le problème est d'une telle complexité qu'il semble insoluble. Même le droit se révèle insuffisant parce qu'il est confronté à des conflits d'intérêts phénoménaux. Donc il y a un certain nombre de freins au changement qui font que la prise de conscience ne suffit pas. Si vous voulez agir au sein de vos établissements, il faut que vous soyez conscient de ces freins. Il y a un frein qui est la complexité, le manque de connaissances, trop d'enjeux à la fois. Donc, pour chacun des freins, je propose un levier, hein. Donc, le premier levier, c'est de se former, d'avoir une formation structurée et intégrée sur ces enjeux qui permet de les identifier clairement. Mais également de faire des choix judicieux en fonction de la situation de votre établissement et des enjeux qui sont les plus importants. Deuxième frein, la dissonance cognitive. Nous sommes dans le déni pour éviter l'anxiété parce que tout notre mode de vie est tellement contraire à cette nécessaire sobriété que notre cerveau a un conflit intérieur. Conflit intérieur qui ne peut se résoudre que par le déni, par des petits compromis, où le cerveau accepte la nouvelle réalité et en quelque sorte se convertit. Donc pour résoudre cette dissonance cognitive, il faut que l'écologie rentre dans notre culture. Il faut qu'on expérimente cette sobriété, qu'on expérimente cette écologie intégrale, qu'on retrouve cette relation avec le vivant et qu'on voit au sein des établissements la transformation concrète de ces établissements en lieu de résilience. Troisième frein, le sentiment d'impuissance qui est souvent très important. Mon action individuelle ne sert à rien. Non, l'action individuelle s'articule avec le collectif et il faut arriver à montrer que l'action individuelle, bien sûr, a un impact, à commencer par la sensibilisation et la transformation de l'établissement, qui est la transformation de tous. Autre frein, il y a d'autres priorités, la sécurité, l'immigration, les injustices, le coût de la vie, que sais-je. Mais l'écologie est vraiment au cœur d'une éducation de la personne. Dernier impact, on n'en a pas les moyens. Alors ça coûte trop cher, mais aussi on n'a pas les infrastructures, etc. Il faut se donner les moyens, il faut les construire ensemble, ces moyens. Il faut réapprendre à partager et il faut montrer que la sobriété est une chance de mieux vivre. J'en donnerai des exemples dans les actions à faire. Sur la question des moyens, c'est une étude qui a été faite par un groupe de sociologues qui s'appelle l'IDRI, l'Institut du développement durable et des relations internationales, qui vient de publier un article qui s'appelle Quand on peut, on veut.
Pas quand on veut, on peut, quand on peut, on veut. Qui pose justement la question de quels moyens nous donnons-nous pour faire ce changement. Donc nous avons des modes de vie à changer, notre alimentation, nos transports, nos achats, etc. Pour que nous puissions aller vers des nouvelles pratiques plus saines, individuellement mais aussi collectivement, nous avons besoin de quatre facteurs. La cognition, nous avons besoin de l'éducation, nous avons besoin des informations nécessaires. Si nous ne savons pas, nous ne pouvons pas agir et ou nous pouvons agir mal. Par exemple, les gens agissent en disant on va planter des arbres. La plupart des arbres qui sont plantés n'importe comment et ne survivent pas 3 ou 4 ans. Ou l'argent qui est payé pour planter des arbres sert à faire de la déforestation d'une diversité de forêts et les industriels qui vont arracher la forêt vont y planter de la monoculture et prendre les subventions pour planter des arbres. Euh, donc, on a besoin de savoir où vraiment investir notre énergie. On a besoin de moyens matériels. Ça peut être la cantine de l'établissement, ça peut être les infrastructures de l'établissement, ça peut être la disponibilité des moyens de transport. On a besoin d'un environnement socioculturel qui permet ce changement. Et pour ça, on a besoin d'expérimenter, de découvrir, de rendre désirable, de construire de nouveaux récits autour de ce mode de vie qui peut être meilleur. Et puis enfin, on a besoin de moyens économiques, hein. Beaucoup de gens disent qu'ils n'ont pas les moyens de faire la transition, que c'est un truc de bobo. Et bien pour ça, les moyens économiques, il faut mutualiser des efforts, il faut accompagner, il faut obtenir les aides des collectivités et développer davantage une économie du partage. Ce sont quatre éléments vraiment essentiels quand on veut penser l'action qu'on va mettre en œuvre. Et vous verrez dans les exemples que je vous donne à la fin. Dernier point, agir. Donc, de la prise de conscience des freins à la libération de l'agir. Donc, cette conversion Excuse-moi, écologique, Stéphane, il faut la Stéphane, vouloir. Oui? excuse-moi, moi je vois plus ton écran. C'est Ah bon? normal? Je- Ben, je vais Les autres, redémarrer le partage. vous voyez l'écran, les autres? Ah oui, bah Je alors relance. Oui, oui, oui. Je c'est moi relance. qui. Non, D'accord, non, mais c'est c'était peut-être. Oui, bon, oui, hein. on voyait l'écran. C'est Alors c'était bon? que pour moi. Je suis désolé Ouais. d'avoir de Et t'avoir est-ce que tu le interrompu. vois, C'est le bon. mari, là? Ouais, c'est bon. Maintenant, c'est C'est bon. bon? Ouais. Bah, c'est revenu. Ouais. Bah, des fois, il faut arrêter et Ouais. redémarrer. T'as Merci. bien fait de le dire. Alors, donc, comment vouloir ça, ce changement personnellement? Comment s'organiser collectivement? Et comment, donc, changer de vie personnellement et collectivement? Il y a des renoncements à faire, il y a une volonté de changer et une volonté de partager à mettre en œuvre. Donc, à chaque frein, il y a son levier. Un des freins dont j'ai parlé, c'est la complexité. Alors, le levier éducatif est essentiel. Là, je ne vais pas lire toute cette diapo, c'est une sorte de résumé de l'intégration de l'écologie dans les programmes scolaires. Donc, les notions d'écologie rentrent de plus en plus dans les programmes scolaires, de la maternelle jusqu'au lycée. C'est très très bien et les manuels sont très très bien faits. Mais ces notions ne peuvent pas être des connaissances comme les autres à découvrir en histoire-géographie, comme la culture du blé dans je ne sais quel pays, etc. Ce sont des notions qui ne sont pas à apprendre par cœur, elles doivent se vivre. Donc il faut trouver un moyen d'incarner ces notions dans les programmes en proposant des expérimentations scientifiques, en proposant des ateliers, en proposant des déplacements dans la nature, dans la forêt, que sais-je. Il faut arriver à vivre ces notions, à les vivre réellement. Alors, une chose qu'on peut faire, c'est s'inspirer des grands principes de la permaculture. Vous savez que la permaculture, c'est une méthode de culture qui est pas facile à mettre en œuvre, mais il y a beaucoup de témoignages comme au Bec et Loin qui montrent que on peut retrouver une abondance de production par la permaculture. Et en fait, les méthodes de permaculture sont assez différentes. Elles ont un certain nombre de principes. Utiliser des ressources durables, ne pas produire de déchets, chaque déchet devient utile. Organiser le terrain du plus proche de ce à quoi on doit penser tous les jours au plus lointain. Adopter des mesures à une échelle humaine et gérable, favoriser la diversité, il y a une mixité des cultures, hein. Être attentif à ce qui se passe dans les frontières, et là pour les établissements c'est ceux qui ne sont pas encore touchés par ce changement, réagir au changement de manière créative, je pense que chaque impossible, chaque fois qu'on est confronté à l'impression que c'est impossible, c'est un apprentissage à faire. Apprendre de ce qui marche, et intégrer plutôt que séparer, trouver des synergies entre les cultures. Vous savez que les tomates avec le basilic se protègent l'un l'autre du prédateur, etc. Il y a différents niveaux d'engagement à prendre. Le
Premier niveau d'engagement, qui est ne pas nuire, c'est commencer par réduire son impact sur l'environnement et pouvoir le montrer avec des indicateurs. Ça se fait à Lyon dans un bâtiment pilote où les élèves peuvent consulter en permanence les indicateurs d'économie d'énergie, de qualité de l'air, etc. Et il y a une petite équipe de pilotage. Pour ceux qui s'intéressent, le bâtiment s'appelle Vella Verde, c'est une école privée. Sensibiliser, c'est vraiment important de rendre visible, voilà, hein, la disparition de la biodiversité, la disparition des oiseaux, on s'en rend pas compte. Les enfants sont habitués à voir très peu d'oiseaux dans le paysage, très peu d'insectes dans le paysage, mais ce n'est pas normal. Trouver des expériences qui sont gagnantes-gagnantes, qui pourront être une fierté, un progrès pour l'humain, qui pourront donner du sens, et enfin régénérer. Je pense que l'école peut être un lieu où on expérimente une écologie réussie, que sais-je, en installant, en aménageant un bout de terrain. Ça peut être un terrain de jeu où on répare l'environnement, où on apprend à le réparer. Ça peut être un laboratoire d'idées qu'on rapporte chez soi, et ça peut être un lieu pour partager le sens. Alors, en gardant certains repères à l'esprit, prendre en compte la personne en harmonie avec l'environnement, une éducation à la responsabilité et en particulier retrouver le sens de ces biens communs que nous partageons, hein. Ces ressources naturelles sont des biens communs que nous partageons pas simplement entre nous, mais avec les générations futures. Un appel à la liberté pour se libérer des idoles, trouver un chemin plus juste, plus ouvert sur l'avenir, une espérance, un rappel de la dignité de la personne et un rappel essentiel de la solidarité de la famille humaine. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Encore 5-10 minutes. Donc, agir concrètement en gardant la personne et l'espérance à l'horizon et surtout s'adapter au contexte particulier des établissements. Donc il nous faut, premièrement, concrètement, articuler les réponses individuelles et collectives, c'est-à-dire individuellement mener une vie plus saine, collectivement réduire les impacts et également entrer dans une économie du partage. J'ai mis un petit article de journal sur une recyclerie de matériaux et les gens ils gagnent sur le coût de la vie parce que les produits réemployés là sont beaucoup moins chers. Alors, je vous propose plusieurs menus. Le premier menu, je l'appelais le menu enfant, c'est une action de démarrage. Faire un atelier empreinte dont je vais parler pour prendre conscience de tous les impacts de l'établissement, peut-être en comité de direction. Donc, c'est une animation à faire accompagnée par une série de cartes qui nous aident à nous poser les bonnes questions. Et puis, une fois qu'on a découvert toutes les empreintes de l'établissement, choisir un thème qui va être porteur sur l'année. L'alimentation, les déchets, le transport, les infrastructures, le sol, l'eau. Monter une équipe motivée, rendre visible avec les élèves où est le problème environnemental, aller, comme je vous l'ai dit, jusqu'à cette question anthropologique, c'est-à-dire questionner nos comportements, nos modes de vie. Pourquoi il y a autant de plastique dans la poubelle? Monter une exposition quelque part dans l'établissement avec les constats. Les freins aussi, reconnaître les freins, les mettre en évidence et les actions qui peuvent être mises en œuvre. Inviter les parties prenantes, parler avec elles librement de ces freins au changement et des leviers pour agir, faire de la coéducation, décider ensemble d'un projet et célébrer autour des premiers succès de ce projet avec un groupe qui suivra les indicateurs qui seront capables de nous prouver qu'il y a effectivement un changement. Ça, c'est assez général, mais vous avez différents thèmes qui sont possibles. Le menu du chef. Le chef, c'est Jean Covici avec tout le travail qu'il a réalisé sur la décarbonation. Donc faire le bilan carbone d'un établissement, ça veut dire mesurer tous les impacts, directs ou indirects, mettre en œuvre un plan de décarbonation avec des indicateurs chiffrés. L'avantage du bilan carbone, c'est que tout est chiffré. Mesurer les gains futurs aussi, hein, parce qu'avec les augmentations du coût de l'énergie, il y a aussi des économies à faire. Et à partir de ce bilan carbone pilote sur un établissement, créer un outil généralisable à d'autres établissements. Un outil qui fait qu'on pourrait recalculer tout le bilan carbone en changeant le nombre d'élèves, la répartition géographique, les consommations d'énergie, qui permettrait de tout recalculer sans refaire à zéro le bilan carbone. Voilà. Mutualiser ces bilans carbone au sein du programme Ouverture internationale pour pouvoir partager les bonnes pratiques, les résultats, les obstacles, les moyens de communication. Le menu gourmet qui est autour de l'alimentation. Donc l'objectif, c'est d'avoir une alimentation plus saine et durable. Donc ça nécessite une alliance avec le prestataire de restauration collective.
On peut commencer par organiser une journée découverte d'une alimentation plus saine. Alors, ça veut dire par exemple dégustation de produits bio et véganes, mais super bon à manger, hein. Je suis allé l'autre jour à Paris dans un restaurant thaïlandais totalement vegan, mais c'était absolument délicieux. Il y a des choses extraordinaires à faire. Trouver l'attractivité pour les élèves et notamment l'attractivité autour d'emblèmes que les élèves ont sur l'alimentation, le burger par exemple, voilà, prendre des légumes savoureux, etc. Informer également sur les impacts de l'alimentation sur la santé, sur l'environnement, sur la question de gaspillage alimentaire, sur les nécessités d'une alimentation équilibrée. Il y a un atelier sur l'alimentation dans le MOOC que j'ai réalisé pour les enseignants du primaire. Changer progressivement les menus de l'établissement, diversifier l'offre, lancer une forme de concours stimulant pour les élèves qui créera une émulation à changer d'alimentation, suivre tout ça avec des indicateurs. On peut aussi organiser, je ne sais pas, des ateliers de cuisine, en fonction des ressources de l'établissement, d'initiation, faire goûter des produits du terroir. Là, il y a énormément de choses à faire autour de la question de l'alimentation, qui est un enjeu majeur pour la santé aussi. J'ai appelé ce menu suivant le menu spécial sans allergènes. Alors, les allergènes, c'est les freins à la mise en action à l'écologie. Donc l'objectif, c'est de mobiliser toutes les parties prenantes dans la communauté éducative. Ça serait très intéressant parce que je sais il y a beaucoup de directeurs d'établissements qui souffrent, qui voudraient agir, mais qui souffrent, qu'ils ont personne pour les soutenir dans les comités de direction ou dans les tutelles, etc. Faire un recensement des freins et quelles sont la cause des freins. Ce serait très intéressant de faire une étude, une véritable enquête de fond sur tous les freins au changement. Une fois que cette enquête est faite, organiser une journée de sensibilisation avec peut-être une conférence comme celle-ci sur les changements de mode de vie, sur les enjeux de l'adaptation, sur le développement durable ou sur l'économie circulaire, et suivi par des ateliers pour construire ce qu'on appelle des nouveaux récits. Les nouveaux récits, c'est imaginer ensemble un futur plus durable, une vision d'espérance, hein, et il y a des ateliers qui existent, comme Imagine demain de Julien Vidal, qui rencontre beaucoup de succès, qui permettent, qui donnent les outils, c'est sous forme d'un livre, hein, on peut se l'approprier soi-même, qui nous donne les outils pour imaginer dans 20 ans un monde qui est transformé et où on vit mieux. Voilà. Donc mettre en route autour de ce projet un groupe de volontaires qui identifie les moyens nécessaires pour réussir et comment construire le collectif au service des engagements individuels. Donc là, on est plus un travail sur les freins. Un menu solidarité internationale, puisque c'est quand même un label d'ouverture internationale, avec la question de penser la solidarité avec les plus démunis, peut-être à l'occasion de jumelage avec d'autres écoles à l'étranger, dans des pays qui souffrent davantage que nous du dérèglement climatique. Organiser une grande enquête sur les impacts environnementaux chez les plus démunis, justement, dans d'autres pays. Découvrir comment des pays tiers sont impactés. J'ai vu sur la 5 récemment un reportage absolument affreux sur une région d'Afrique où on envoie tous nos déchets textiles. Et en fait, alors une partie part sur les marchés, puis il y en a trop, quoi. Ça va dans la mer, et en fait, leurs plages sont envahies de textiles qui ont été jetés à la rivière. Ils n'ont pas de filière d'élimination des déchets. Donc nous, on leur envoie nos déchets, et chez eux, ben, ça reste, ça finit sur la plage. Réaliser combien nos modes de vie en impactent d'autres, ça c'est vraiment essentiel. Et puis donc, à partir de cela, imaginer des initiatives solidaires et mettre en route un groupe de volontaires qui pourra ensuite témoigner de la force de la solidarité. Menu adaptation et résilience. Ça, c'est vraiment une question clé, l'adaptation, parce que on a beaucoup tardé à mettre en œuvre les mesures préventives de dérèglement climatique, de perte de biodiversité, etc. Et on en est aujourd'hui à devoir penser l'adaptation. Est-ce que nos les établissements ne peuvent pas être des lieux où apprendre la résilience pour la société? C'est un sujet qui était le thème d'un colloque vraiment intéressant à l'Université Cato de Lyon, avec beaucoup de témoignages d'entreprises ou d'organisations qui étaient devenues des lieux de résilience. Alors, par exemple, si on prend l'exemple d'une région de France, où est implanté un de vos établissements, qui est fortement impactée par les inondations, ben, on peut réfléchir, faire le constat de tous les enjeux autour de l'artificialisation des sols, faire une petite enquête pour découvrir comment les sols, les photos aériennes de la ville sont souvent très parlantes, comment les sols ont changé en 50 ans,
Monter une exposition ou une journée pour partager les résultats. À propos des inondations à Valence, là j'ai vu des photos de Valence 50 ans avant et maintenant. L'endroit où il y a eu ces inondations terribles, avant était entouré de vergers. Et donc les champs avec des arbres sont des lieux où la terre absorbe l'eau, hein, et tout ça a été remplacé par de l'urbanisation évidemment. Donc mettre en place un projet pilote sur l'établissement, vous savez qu'il y a beaucoup d'établissements scolaires dans le public qui commencent à désartificialiser les cours de récré ou végétaliser, planter des arbres sur une partie du périmètre de l'établissement. Et puis peut-être justement à partir de cette désartificialisation, mesurer, constater avec des indicateurs dans le périmètre de l'établissement l'état des pluies et la façon dont l'eau s'évacue. On peut imaginer d'autres versions avec l'isolation thermique, avec la question de la biodiversité, etc. Le menu à partager, il s'agit de s'engager dans l'économie du partage. Par exemple, ça peut être particulièrement intéressant si vous êtes dans une région fortement impactée par les problèmes économiques ou les inégalités. On peut commencer par faire le constat de l'impact de la fast fashion sur l'environnement, avec un atelier de découverte des impacts du jean dont j'ai parlé. On a ça dans notre cours, ce sont des diapos que je pourrais partager. Peut-être monter une exposition, monter des groupes de réflexion sur les changements à mettre en œuvre, découvrir l'économie circulaire, qui n'est pas simplement du recyclage, hein. Il y a du réemploi, il y a l'augmentation de la durabilité, etc. Et peut-être mettre en place un projet pilote, alors, je ne sais pas si au sein de l'établissement ou dans la périphérie de l'établissement, mais avec un atelier de réparation, peut-être une friperie pour sortir de la fast fashion, etc. Mais avec on sait à quel point c'est compliqué, mais peut-être des choses à proposer qui seraient intéressantes à réfléchir. Les points communs à toutes ces propositions nécessitent la formation des enseignants et du personnel à tous ces enjeux. C'est pas des enjeux sur lesquels on peut aller naïvement, on commet beaucoup d'erreurs. Bien identifier les parties prenantes à embarquer, les préparer aussi à la démarche, les aider à en saisir la complexité. Travailler avec les volontaires sur les conditions du changement, trouver des indicateurs clairs qui montreront à tout le monde que ça change. Inclure l'approche scientifique et anthropologique. Identifier tous ces changements structurels, socioculturels et cognitifs nécessaires pour rendre possible le changement, et aussi créer de la convivialité dans l'approche. On sait que la convivialité est un élément de ces nouveaux récits et est un élément qui embarque. Mettre en place des projets à impact qui vont permettre de construire des témoignages d'un mieux vivre, des témoignages qui font envie et qui mettent en valeur la personne humaine, et donc incarner ces changements réels au sein de l'établissement en les rendant visibles et mesurables par tous. Par exemple, afficher la quantité de déchets et comment elle est réduite. S'emparer de tous les conflits et des freins pour engager et convaincre. Il y a vraiment là un travail de conversion. Quelques petites lectures utiles. Bon, je passe rapidement parce que vous aurez les diapositives, mais il y a cette encyclique qui est vraiment très simple à lire et qui est essentielle. Il y a ce livre que j'ai trouvé très bien de Fabien Révol, qui est un universitaire de la région de Lyon-Grenoble, l'écologie intégrale, qui en fait fait le décryptage de l'encyclique et qui montre à quel point elle est radicale. Il y a ce livre de 1979 de Hans Jonas, hein, qui est souvent utilisé dans les questions écologiques. Jonas était le premier, en termes d'éthique, à refonder l'éthique sur notre responsabilité envers les générations futures et les plus démunis. Vous savez que dans l'écologie, il y a énormément d'éthiques qui appellent à sortir de l'éthique anthropocentrique, c'est-à-dire à ne plus mettre l'humain au cœur de l'éthique. J'imagine que peut-être ça pose problème à un certain nombre d'entre vous, euh, même si ça contient aussi des bonnes idées. Jonas, lui, il résout le problème en vraiment fondant l'éthique sur l'homme, mais en mettant le projecteur sur les générations futures et sur les plus démunis. Il y a toute cette littérature autour de la décarbonation avec ce plan de transformation de l'économie française qui est disponible intégralement sur le site du Shift Project, hein. Il existe aussi en forme de livre. Et le changement climatique expliqué à ma fille qui est un ouvrage très pédagogique. Et puis, beaucoup plus difficile, mais assez fondamental, un universitaire suisse qui s'appelle Christian Asperger, qui dans ce livre reprend euh, toute, euh, toute, euh, toute une littérature qui date de presque un siècle sur la question qu'on appelle Error Management Theory, qui est la question fondamentale que
Pourquoi nous allons aussi loin dans le capitalisme et dans le consumérisme? C'est à cause de notre peur de la mort. C'est très très intéressant à décrypter, mais c'est une lecture assez difficile. Voilà, merci à tous Merci Stéphane, et merci beaucoup pour toutes ces informations. Alors évidemment, vous recevrez toutes et tous le PowerPoint en PDF pour reprendre à tête reposée parce qu'il y a eu beaucoup d'informations. on est Surtout allé au point de merci. charge. Oui, 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 non, mais surtout il y a eu beaucoup d'exemples et de possibilités d'action, donc ça c'était très précieux. Il nous reste 10 petites minutes. Ce que je vous propose, c'est qu'on prenne trois ou quatre questions comme ça à la volée, mais pas des commentaires, des questions, hein, faites à poser à Stéphane. Stéphane prendra un petit moment pour répondre. Et puis, s'il y a d'autres questions qui viennent après, on les traitera par mail. Alors, levez la main si vous avez des questions, de façon à ce qu'on vous voit et qu'on puisse vous laisser la parole. Des questions? Alors, Anne-France, pardon, et Nathalie. Donc, on va commencer par Anne-France. Il faut n'hésitez pas à mettre votre micro. Si vous n'avez pas de questions, moi j'ai des questions pour vous. Mais Anne-France, vous n'avez pas levé la main? Si? Non? Ah si, Alors, voilà. voilà, faut Ouvrez le activer le micro. son. Voilà. Il faut mettre le micro Ça y Anne-France. est, Oui, voilà. ça y est, Anne-France, non? Ah oui, Si, là, si, c'est t'as bon. pas ton micro, mais ouais, ça marche C'est bon, pas, on c'est t'entend bon. pas. Sinon, vous pouvez l'écrire dans le chat. Tu peux peut-être passer à Voilà. Nathalie, du coup, en attendant que Alors, Anne-France ouais, ait écrit Nathalie, sa ouais. Ouais. question. Bonsoir à tous. Merci beaucoup pour cette présentation très exhaustive, claire, etc. J'avais deux petites questions. Première question pratique. Vous parliez d'un jeu de cartes et d'atelier. Est-ce que ce jeu de cartes, il se procure comme ça? Est-ce que c'est en lien avec vous? Faut faire appel à une association, etc. Mm. C'est ma première question. Oui. Et la deuxième, c'était donc dans le cadre du label Ouverture internationale, on parle nous aussi de projets de mobilité à l'international. Et dans le cadre d'Erasmus, on a cette priorité de transport éco-responsable. Et donc voilà, malgré la conviction des transports éco-responsables vis-à-vis de l'avion, c'est pas toujours simple. Il y a des destinations où on n'a pas trop le choix. Et puis en même temps, on n'a pas envie de fermer non plus la mobilité et l'ouverture juste aux pays qui sont à proximité. Donc quelles seraient éventuellement des solutions? Et j'ajoute la question d'Anne-France qui nous l'a posée sur le chat, qui t'est adressée, Stéphane. Intervenez-vous dans nos diocèses par demi-journée? Voilà. Donc, ça te fait une volée de questions là déjà pour commencer. Est-ce que tu peux nous donner des éléments? Alors, oui, alors je serais ravi d'intervenir par demi-journée, hein, et de me déplacer, hein. Ça, y a pas de souci. Donc, la première question du jeu de cartes. Donc, le jeu de cartes, je l'ai conçu aujourd'hui. J'en ai imprimé 50 exemplaires. Je vais en avoir une trentaine sous la main. Donc, c'est un jeu de cartes que je pourrais fournir à ceux d'entre vous qui sont intéressés. Euh, Ainsi que la méthode pour l'utiliser, hein. Ça c'est et voire même si il y a pas mal de gens intéressés, on pourrait même faire une version du jeu de cartes plus spécifiquement adaptée à la question, aux questions de l'éducation, puisque là c'est un jeu de cartes plus généraliste pour les organisations. Donc vous pouvez me contacter si vous êtes intéressé. Je me permets, Stéphane, Oui, Nathalie, on a reçu un jeu de cartes au niveau du SGEC avec l'équipe et on pourrait peut-être imaginer un groupe, enfin y jouer peut-être sur notre journée des commissions locales ou oui, Hmm. voilà entre nous pour qu'on puisse le tester et puis se dire si oui ou non sous cette forme ou sur une forme très peut-être bien. un peu réadaptée comme vous le Hmm. proposez, Stéphane, on pourrait faire de cet outil une proposition aux établissements sur cette question du développement durable. Oui, très bien. Ok, Marie-Caroline, merci. Donc je vous fournirai si vous voulez le tester, soit je viendrai à votre rencontre, soit je vous fournirai les outils pour accompagner le jeu de cartes. Sur la question du transport éco-responsable, elle est vraiment essentielle. Alors euh, évidemment, le train est préférable à l'avion, tout ça vous le savez. Par contre, on peut pas s'interdire l'avion quand il faut peser les enjeux, hein.
si l'enjeu vaut la peine, si la rencontre des élèves avec une culture étrangère en vaut la peine, alors l'avion en vaut la peine. Là où l'avion pose problème, c'est si je l'utilise tous les week-ends pour aller en boîte de nuit à Ibiza, hein, ce que je ne fais pas. Euh, mais que certains font. Voilà, là, ça pose problème. Donc, mais par contre, la question qui est vraiment essentielle, c'est de se dire, est-ce que j'ai des alternatives à l'avion? Et puis, est-ce que mon impact le justifie, hein, voilà. Si c'est juste un voyage d'agrément ou si c'est vraiment une rencontre en profondeur avec un partage avec une communauté éloignée. Voilà. Donc, moi, je pense qu'il n'y a pas de problème pour prendre l'avion pour rencontrer une communauté éloignée. Est-ce que ça répond à votre question? Oui. Ok, ok. Oui, Euh, merci. Alors, Merci. ce que je propose, c'est que, en fait, ce qu'on vient de vivre ce soir est un point de départ. On se l'était dit avec Stéphane quand on a préparé, un point de départ vers une réflexion qu'il faut que l'on mène plus à fond. Et l'idée, ce serait qu'on puisse constituer. Alors, l'idée du jeu de cartes est une très bonne idée. C'est un outil qui nous permettrait de commencer à réfléchir, nous, pour voir comment ça peut se déployer. Mais on pourrait aussi réfléchir avec certains établissements ou diocèses ou autres, enfin, structures de l'enseignement catholique qui seraient intéressés par des expérimentations. Et avec Stéphane, serait disposé à nous accompagner sur cette démarche-là. Donc, on va continuer à travailler. N'hésitez pas à nous faire remonter les retours que vous souhaitez sur cette intervention et puis ce que vous envisagez comme suite. Sachant que, Stéphane, on peut donner tes coordonnées mail ouais, elles aussi. sont sur la présentation. Elles sont Donc, sur la présentation, voilà. donc très bien. Ouais, Donc comme ça, tout le monde l'aura. Voilà, on va être obligé de s'arrêter parce qu'on aime bien tenir les horaires. ouais. Merci à toutes celles et tous ceux Merci. qui étaient présents. Et puis, simplement, je vous rappelle que la prochaine rencontre, ça y est, je suis perdu, j'ai plus, c'est le 2 décembre, je crois, de mémoire, non, c'est ça? Est-ce que, C'est ça, ouais, le ouais, 2 décembre. c'est ça, merci, Jade. Alors, ben, Jade, maintenant que vous avez la parole, dites-nous, ce sera sur quel thème? Ce sera sur les mobilités enseignantes La par mobilité des rapport au enseignants, critère voilà. 4. Ouais. Voilà, ce critère 4 est un critère qui est assez difficile à mettre en œuvre dans certains établissements. On voit bien ce qu'on peut faire avec les élèves, mais avec les enseignants, les personnels, ça peut paraître plus compliqué. Donc on aura une intervention sur cette question-là. Voilà. Et puis d'ici là, je te redis, Stéphane, l'aventure ne fait que commencer et c'est avec grand plaisir qu'on pourra la poursuivre avec des établissements qui seraient intéressés pour des éléments d'expérimentation et de pilotage, d'initiative. Voilà, bonne fin de soirée à tout le monde. Merci encore Stéphane, on va se rappeler bientôt. Et puis, t'oublie pas, samedi soir à Ibiza quand même, hein, le rendez-vous. Oui, Avant de oui, oui, partir, tout à fait. je me permets juste, il y a des demandes, donc évidemment pour les coordonnées de Stéphane, Ouais. tout sera dans le document qu'on va vous renvoyer sur le PowerPoint. Je crois que vous aviez mis votre mail, peut-être pas le numéro de téléphone, donc Ah peut-être oui, oui, Ouais, mais on oui, oui. complétera, enfin en fonction, on Vous fera un pouvez point, compléter, oui. Il est mais vous au aurez bas tout de. ça. Oui, Et voilà. très bien. voilà. Un grand Eh bien, merci. bonne fin de soirée à tout le monde. Merci à toutes Merci et à tous. beaucoup. Au Bonne revoir. soirée. Au revoir. Au revoir.